Le sujet qui me porte, qui est celui de l'engagement et du côté collectif, la force du collectif justement pour s'engager dans une société en transformation qui traverse de nombreuses crises. Les gens que j'ai rencontrés cette année qui sont passés à un modèle différent de rythme de travail ou qui ont re-questionné les rythmes de travail dans leur entreprise, ce que je retiens, c'est que tous, ils en ont découvert beaucoup plus. On a besoin d'audace et l'audace, elle fonctionne avec de l'optimisme. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sophie Plumer et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur Chef. L'année 2022 n'a pas été de tout repos. Pour celles et ceux qui étaient là en mars dernier, vous avez noté que j'ai dû mettre le podcast en pause pour des raisons de santé. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté d'explorer la sphère du management positif et du futur du travail, bien au contraire. Tout ce temps passé loin des studios, je l'ai passé à dévorer des livres et à rencontrer des personnalités extraordinaires. Alors ces rencontres et ces lectures m'ont nourri plus que jamais, et en cette fin d'année, j'avais très envie de faire un bilan de ce que je retiens, de ce que j'ai appris ces derniers mois, et de poser des intentions pour alimenter nos réflexions pour bien démarrer 2023. Mais ce bilan et ces projections, je n'avais pas envie du tout de les faire seule, donc je me suis entourée de 5 autres observatrices, spécialistes des relations humaines et du futur du travail. Vous allez donc faire la rencontre de Léa, Jeanne, Delphine, Valentine et Myriam. Elles ont toutes les 5 un podcast et elles ont été mes compagnes de route pour comprendre et décrypter les évolutions du management et des organisations ces derniers mois. Dans cet épisode, nous avons chacune partagé une notion phare qui nous a marqué en 2022 et une notion avec laquelle nous avons envie de plonger dans 2023. Donc laissez-moi vous dire que cette conversation, elle est riche, elle est cohérente qui plus est, elle est pleine d'espoir aussi et d'enthousiasme. C'était vraiment un régal à enregistrer et j'espère que ça sera pour vous un régal à écouter. Je vous glisse toutes les informations en commentaire si vous voulez suivre et découvrir ces Wonder Woman du futur du travail. Et une dernière chose, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Chef, là aussi je vous mets le lien en commentaire. Pour ne rien rater des aventures du podcast, des prochains épisodes, des événements aussi que je vais organiser l'année prochaine, abonnez-vous à la newsletter, c'est vraiment le canal prioritaire sur lequel je communique tout. Je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode extraordinaire et je vous souhaite une très belle fin d'année. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour. Salut. Bienvenue, je suis Delphine du podcast L'entreprise de demain. Je suis Valentine du podcast New Prana. Je suis Sophie du podcast Chef. Et moi Myriam qui avec Caroline Delage co-anime Conversation inattendue. Et moi je suis Léa, l'hôte du podcast Le Tilt. Moi c'est Jeanne du podcast TAF. Je suis ravie de vous retrouver toutes. On avait envie de vous proposer un bilan 2022, chacune avec nos regards. On a chacune rencontré beaucoup d'invités cette année. Étaient témoins de beaucoup d'échanges, de beaucoup de partages. On avait envie d'en faire la synthèse pour vous proposer notre lecture de 2022 et des enjeux de 2023 sur les thématiques de futur du travail. Et du coup, je vous propose d'ouvrir par une question. Selon vous, qu'est-ce qui s'est joué cette année ? Quels ont été les sujets les plus prégnants, parfois aussi les plus stressants, ou ceux qui ont posé un peu des casse-têtes à nos invités ou à nos auditeurs ? Moi, mes invités, ils m'ont beaucoup parlé de comment ils allaient fonctionner en télétravail, en mode hybride, aussi ce qui avait changé finalement entre avant le Covid, pendant le Covid et maintenant après le Covid. Et un des thèmes qui est le plus revenu, c'est la transparence, les modes de fonctionnement transparents et la circulation de l'information. Comment on fait quand on a des équipes qui sont à moitié à distance, à moitié en présentiel, et des mentalités aussi qui ont changé. Et en fait, le sujet de la transparence est vraiment revenu tout le temps et j'ai participé il y a pas très longtemps à une conférence sur le bureau en 2040. Là aussi, le sujet de la transparence est arrivé, pas tant dans les modes de fonctionnement, mais plutôt avec le Web 3, en disant de toute façon, c'est aussi une tendance de fond qui est aussi drivée par la technologie. Donc voilà, moi si j'avais une notion que je retiens sur 2022, c'est le sujet de la transparence. Moi, j'aime bien t'entendre parler de transparence, Sophie, parce que, alors, évidemment, le Web3 et la techno nous y amènent, mais moi, ce que je trouve assez incroyable dans cette année 2022, qui est que, effectivement, c'est la première fois où on a intégré le fait que
nous allions avancer dans l'incertitude, dans l'inconnu, à toutes les échelles de l'entreprise. Moi, je m'intéresse particulièrement aux dirigeants et aux dirigeantes. Et en fait, cette transparence, elle a d'abord traversé ces dirigeants et ces dirigeantes qui ont émis, en tout cas moi, dans notre podcast Conversation inattendue, peut-être la première fois de façon assez intense, la vulnérabilité qui les habite, qui est une forme de transparence, c'est-à-dire en fait oser se regarder avec le plus de transparence possible pour pouvoir déposer à l'autre, aux autres, et même dans des podcasts, à quel point cette inconnue, cette incertitude nous amène tous, et lorsque les dirigeants le disent, c'est qu'ils ouvrent cette voie, à cette vulnérabilité qui nous traverse et qui en fait est une véritable force. Je vais rebondir sur la transparence et la vulnérabilité parce que ça fait le pont avec le sujet qui me porte, qui est celui de l'engagement et du côté collectif, la force du collectif justement pour s'engager dans une société en transformation qui traverse de nombreuses crises et qui vient interroger la qualité de nos liens et justement ce qu'on fait ensemble, au nom de quoi on le fait, au nom de quoi on agit, au nom de quoi on œuvre, et à quel point la résonance est importante. Les gens dont on s'entoure, les gens avec qui on travaille, les ponts qu'on tisse les uns entre les autres, les uns avec les autres. Pour moi, ça va aussi de pair avec ça. Et ouais, la qualité du lien. Et ce que vous soulignez, en fait, pour moi, c'est les clés des nouveaux modes de leadership, puisque ce que j'ai beaucoup vu émerger, j'ai eu beaucoup de questionnements. Après, j'ai cherché aussi volontairement à avoir des invités qui se contredisent pour aller approfondir ce questionnement. Vous parliez de vulnérabilité, du fait de pas savoir, en fait, donc de se dire que c'est complexe et qu'on ne peut pas savoir, accepter de dire qu'on ne sait pas, tout en ayant des enjeux de collectif forts. Et donc, ce que j'ai vu beaucoup émerger, c'est qu'on a beaucoup pointé du doigt les nouvelles générations. D'ailleurs, on l'appelait génération speak up dans un des épisodes. C'est qu'en fait, c'est une génération qui porte la voix de toutes les générations. Et qu'en fait, c'est une transformation beaucoup plus profonde et qui touche toutes les générations. C'est ce que tu voulais dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les attendus de cette génération croisent les attendus de tout le monde. Oui, complètement. Juste pour bien comprendre, tu parles de quelle génération, Delphine? Tu parles de celle qui va arriver là sur le marché du travail ou celle qui est déjà sur le marché du travail? Je parle de celle qui est déjà sur le marché du travail. D'accord. Celle qui est déjà, dont on constate les besoins réels, parce que celle qui n'est pas encore arrivée, on suppose, mais ils ne sont pas encore confrontés à la réalité du travail. Donc on ne les voit pas en situation dans l'entreprise et on ne perçoit pas encore leurs demandes une fois dans l'entreprise. Ce qui m'avait marqué à la soirée des auditeurs de l'entreprise de demain, c'est qu'on parlait de ces nouvelles générations et j'avais bien aimé ce qu'avait dit Claire Bonenfant. Elle posait la question en disant « Je suis pas sûre que c'est une histoire vraiment de génération, en tout cas d'âge, mais aussi d'état d'esprit et de modernité des états d'esprit. Je pense que quelqu'un qui a 65 ans a aussi envie de transparence, de vulnérabilité, de flexibilité. Voilà. Et peut-être que quelqu'un qui a au contraire 24, 25 ans, lui, le télétravail, ça lui plaît pas du tout parce qu'il a besoin d'être dans un cadre, il a besoin d'être drivé, peut-être avec un chef ou une chef qui lui dit quoi faire, etc. Donc c'est pas tant l'âge ou le moment où tu rentres dans le monde du travail, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel tu es. Complètement. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est générationnel, les attentes sur les temps de travail qui évoluent, Jeanne? Ce que tu dis, c'est très juste sur toutes les questions. Quand on parle des attentes, je pense qu'on parle des attentes nouvelles qui sont plutôt liées au contexte. Ou alors c'est même pas des attentes nouvelles ou de génération, c'est plutôt des attentes qui s'expriment aujourd'hui, mais qui étaient déjà certainement refoulées, mais déjà bien là. Et c'est vrai que moi, cette année, je me suis intéressée au rapport au temps de travail dans les entreprises et au rythme de travail, puisque pour moi, 2022, ça a été une année un petit peu où, après avoir questionner le lieu et avoir eu un lieu qui devient plus flexible, etc., avec le télétravail, la période Covid, etc., ça nous a amené, cette situation, à questionner aussi le temps et les horaires de travail, la flexibilité du temps de travail et le fait de pouvoir peut-être adapter les rythmes de travail en fonction des attentes des gens pour rechercher un meilleur équilibre vie pro, vie perso notamment. Les gens que j'ai rencontrés cette année qui sont passés à un modèle différents rythmes de travail ou qui ont re-questionné les rythmes de travail dans leur entreprise, ce que je retiens, c'est que tous, ils en ont découvert beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils ont remis en cause, par exemple, des entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours. Alors, ça, la plupart du temps, ça a marché. Ils ont des bons résultats sur la performance, sur la santé mentale des entreprises. Mais bien plus que ça, en fait, ça les a amenés vraiment à repenser le travail,
dans son ensemble, puisque notre rapport au temps devient très différent, il est raccourci, donc il devient plus précieux et on re-questionne en fait la manière dont on travaille en équipe et dans l'entreprise. Et ça, c'est pour moi source d'un grand espoir et d'une accélération aussi sur comment on va transformer l'entreprise. Ce que j'avais trouvé super intéressant dans ton podcast TAF et justement ta série sur la semaine des 4 jours, c'est ces dirigeants qui expliquent que ce qui les a animés dans ce choix, qui venait d'eux et non pas des collaborateurs dans un premier temps, c'était véritablement d'inverser en fait les priorités de l'entreprise qui ne sont plus le profil chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus des données chiffrées, mais des données qualitatives et notamment le bien-être en disant je change mon mindset, moi dirigeant, je décide de changer mon mindset à partir de l'année prochaine, ce qui va mobiliser en fait nos actions, la stratégie et la vision de l'entreprise, c'est votre bien-être. Et je considère que le bien-être passe par ce temps que l'on retrouve, qui nous permet effectivement de pouvoir récupérer de la distance, récupérer de la qualité, récupérer du temps pour soi, pour que du coup, ce que l'on donne à l'entreprise soit optimum. Et je trouve que c'est magnifique. Je suis super d'accord avec toi, Myriam, et ça fait un super lien avec moi, un élément qui m'a vraiment beaucoup interpellée cette année sur le podcast, c'est la place du corps dans finalement notre quotidien professionnel, qui est plus que lié au bien-être au travail, il est vraiment central. Vraiment, le tilt que j'ai eu cette année, c'est en fait nous ne sommes pas de purs esprits et on a un corps et on l'emmène chaque jour avec nous en entreprise ou au travail. Donc qu'est-ce qu'on en fait finalement pour qu'il soit au service de notre bien-être et de la performance par extension de l'entreprise? J'ai creusé ce sujet et ce qui est intéressant, c'est que moi je m'intéresse principalement au bien-être au travail sous le prisme du collaborateur, donc du particulier, et c'est quelque chose qui revient beaucoup, cette envie de bouger davantage son corps. On le voit aussi avec l'envie d'aller vers des métiers plus artisanaux, etc. Le mouvement. Ouais, exactement. Et la réflexion qui vient avec tout ça, c'est en fait quand on bouge plus, il y a plus de circulation du sang, il y a plus d'énergie qui circule. Donc on peut imaginer, tu parlais de données qualitatives plus que quantitatives, on peut imaginer qu'il y a plus de circulation d'informations, d'idées, que l'innovation elle est encore plus favorisée quand l'entreprise elle-même met en place des choses pour qu'il y ait du mouvement dans son entreprise, quoi. J'avais fait un podcast sur Chef, un épisode sur Chef avec Malika Azayes, qui est une coach et qui fait plein d'autres choses à côté, et justement sur cette notion de mouvement. Et elle avait eu cette phrase que j'avais beaucoup aimée, que je vous livre, qui est le premier mouvement, c'est la respiration. Et tout commence par là, en fait, à partir du moment où on prend conscience qu'on respire et où on pose son intention dessus. Enfin, généralement, la respiration, du coup, elle ralentit. Ouais. On prend plus conscience de comment on va, de ce qui nous entoure, des bruits, de notre corps, de ce qui se passe dans notre tête, etc. Je suis complètement d'accord parce que je parlais des liens, et en fait il y a aussi le lien à soi, la façon dont on va prendre soin de soi, donc on va aussi prendre soin des autres, prendre soin de la société et donc de la communauté, comme j'en parlais tout à l'heure. Et tu parlais aussi, Jeanne, des nouvelles, ce qu'on redéfinit. Donc on est vraiment dans une phase où on redéfinit énormément de choses. On redéfinit aussi ce qu'est le travail, ce qu'est le succès, ce qu'est l'ambition. Nos critères sont en train de changer complètement. Et on voit, il y a vraiment une émergence depuis longtemps. Et vous savez, moi je parle aussi beaucoup de la médecine complémentaire dans ce que je produis. Et avec les invités, les gens avec qui j'échange. L'émergence des métiers dans le soin et de l'accompagnement aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on fait ici aussi. C'est aussi autour de ça, autour de la façon dont on se considère, dont on considère les autres, et donc aussi forcément on en revient aussi à la planète, puisque tout ça c'est le même sujet de fond. Et d'ailleurs il y a des parallèles avec le Web3 dont tu parlais sur la façon dont tout ça va s'organiser. S'écouter, l'art de s'écouter, qui ouvre en fait un champ aussi puissant pour soi que pour les autres, puisque quand justement je partage avec tous ces dirigeants sur cette notion du prendre soin, et qu'on leur pose la question avec Caroline mais qui prend soin de vous, ils sont quasi à l'unanimité à nous dire mes collaborateurs. Et ils prennent conscience en fait que ce prendre soin fait partie de l'équation de l'entreprise, et que si un dirigeant accepte de prendre soin de lui, alors il ouvre très très largement la capacité qu'il a à prendre soin de ses équipes. Et des équipes qui savent prendre soin d'elles, c'est des équipes qui savent prendre soin de leurs clients,
de leurs partenaires et de tout l'écosystème dans lequel ils sont. Donc, je dis pas que c'est le monde merveilleux, mais on n'en est pas loin. Non, mais l'idée, c'est que ça commence par soi. Et je pense que ça, c'est une des clés du travail sur le leadership, c'est de commencer par être très au clair, à pas vouloir rentrer dans des catégories, des modes, etc., des tendances, encore une fois, à vouloir mettre des étiquettes pour se rassurer, mais plutôt être assez au clair avec qui on veut être en tant que leader, qui on est, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, de quelle façon on a envie de travailler. Et c'est vrai qu'on voit, Jeanne, les initiatives sur le temps de travail, elles sont muées beaucoup par des envies, voilà, de dirigeants, de diriger d'une autre manière. Enfin, pour 2023, s'il y a une chose à faire, et là, on vous parle pendant la période où vous avez peut-être un petit temps de pause, c'est de vous poser et de vous poser la question de quel leader vous voulez être au quotidien. Et tu parlais du corps, tu parlais de l'esprit, et en fait, on parle souvent de tête, cœur, corps. Donc c'est avec la tête, avec le corps, avec le cœur, alors sans forcément se poser des questions trop compliquées, mais au moins aller observer en 2022 tout ce qui vous a donné de l'énergie. Faites une liste, tout ce qui vous a animé, tout ce qui vous a fait vibrer. Alors ça peut être le deal client, mais c'est peut-être aussi la fois où vous êtes allé discuter avec une équipe, où vous avez pris le temps d'échanger avec des collaborateurs, où vous avez pris le temps de rencontrer un partenaire. Vous avez arrêté le temps aussi pour faire ça. C'est peut-être ça qui vous a fait vibrer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Laurent de la Clergerie, que tu as interviewé sur les 4 jours, Jeanne, disait qu'en fait, il bossait 4 jours, mais que le 5e jour, il allait partager ça. Donc on voit bien qu'en fait, ce qui l'énergie, c'est de partager ça. Et si sur ton 5e jour, on a une injonction à prendre du temps pour soi, mais en fait, c'est surtout identifier ce qui vous donne de l'énergie. Ce qui vous donne de l'énergie, si c'est d'agir, agissez. Mais soyez très au clair avec ça pour essayer de comprendre qui on veut être, quel impact on veut avoir sur nos équipes. Et d'ailleurs, ce que je dis, je parle de leader, c'est valable qu'on soit collaborateur, qu'on soit manager. Moi, j'aime bien dire qu'on est le chef de sa vie. Et c'est exactement ça. Tu as raison, Sophie. Jeanne, les personnes que tu as interviewées sur TAF, sur la semaine de 4 jours, qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir un peu réduit leur temps de travail et, enfin, tu vois, de quoi ils en ressortent plus riches? Généralement, les entreprises qui sont passées aux 4 jours font un suivi de ce changement, côté performance et côté santé mentale. Ce qu'il en ressort au global, et c'est notamment la conversation de Laurent de la Clergerie dont tu parlais, qui est assez édifiante, c'est que ça peut marcher sur tous les métiers, ou presque, puisqu'a priori, LDLC est une entreprise qui a des métiers à la fois de logistique, des métiers de vente client, support, tech. Donc du coup, on voit qu'avec une variété de métiers, en fait, ça peut marcher. Ce qu'il raconte, c'est qu'il faut que ça soit les équipes qui s'organisent entre elles. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et c'est ça qui fait émerger des solutions et des rythmes qui fonctionnent, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est lui qui a imposé ça. Et ce que je ressors, c'est qu'il faut absolument que ça soit un rythme commun. Les entreprises qui font le choix, en général, de tester ça à la carte en ressortent pas grandis, parce que c'est trop compliqué au niveau de la cohésion d'équipe, de la culture d'entreprise, il y a trop de risques. Donc il faut que ça soit un leader qui porte le sujet et qui dise à un moment tous les salariés vont passer à ce rythme. Et après, c'est les équipes entre elles qui doivent s'organiser. Et c'est là où de nouvelles façons de travailler, plus efficaces, avec moins de perte de temps mou, moins de réunionites, etc. Et plus de coopération. Plus de coopération, ouais. Et on en revient au fait de pas être le leader sachant, c'est-à-dire qu'en fait, le leader, il est là pour impulser, donc il a impulsé parce que ça doit être une démarche volontaire. Mais derrière, en fait, il faut faire fonctionner l'intelligence collective pour trouver les solutions. C'est aussi un apprentissage d'humilité. Oui, complètement. Et cette humilité, je trouve qu'elle est pas du tout simple. Quand j'observe aussi et que je discute avec des gens ou que j'observe des dirigeants, je pense que c'est un vrai exercice de se montrer vulnérable. C'est pas du tout dans notre nature. Dans la nature d'un dirigeant et dans la posture d'un manager ou d'un dirigeant de se montrer vulnérable. Par rapport à ce que tu dis, c'est dur parce que on nous a appris qu'on était bon si on avait la réponse, qu'on était manager si on savait mieux que les autres. Or aujourd'hui, on peut être manager sans savoir. Donc c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est des années de culture à faire évoluer qui sont pas faciles. Et je pense que pour ça, il faut aussi avoir un environnement qui nous permet de nous sentir vulnérables. C'est là où on attend du dirigeant, mais aussi des équipes, et vice-versa. Parce que un dirigeant peut se sentir vulnérable s'il sent que ses équipes sont prêtes à ça aussi. Et à l'inverse, plus il va se montrer vulnérable, plus ses équipes vont accepter de se montrer vulnérables aussi et de dire quand elles savent pas. Donc c'est vertueux.
on a une responsabilité collective dans le fait d'être en sécurité pour le faire. Complètement. Et le fait aussi, dont on parle quand même beaucoup, de considérer les collaborateurs comme des adultes responsables, ça participe de ça, parce qu'en fait, on est tous ensemble, on est tous engagés, on est tous responsables, chefs de nos vies et de ce qu'on fait. Et le fait de partager cette vulnérabilité, ça, quelque part, ça nous met aussi, en fait, sur le même niveau. Il y a des hiérarchies différentes potentiellement, mais il y a surtout des compétences différentes, des talents différents, et c'est en regroupant tout ça qu'en fait on fait émerger quelque chose qui a du sens. Donc pour moi ça va tout ça, et ce lien de confiance et ce lien tout simplement de la résonance dont je parlais, ça participe de ça. De toute façon, on est à un moment de bascule, on va être obligé de changer nos modèles de fonctionnement pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc pour que ça avance. Moi, tout ce que ça m'évoque, ça, en fait, c'est pour faire son travail, pour faire bien son travail, pour mieux faire. En fait, c'est la reconnexion à l'être humain finalement, qui est la base de toutes nos discussions. Exactement. Finalement, pour pouvoir mieux performer, mais mieux dans le sens pas forcément la quantité, mais mieux dans la qualité quoi. Et d'abord se connecter à soi. Et pour ça suppose de se poser la question de ses besoins qui sont en évolution aussi permanente, en mouvement, et de pouvoir les déposer. Et vraiment dans cette posture, effectivement, comme tu le disais, Valentine, de responsabilisation et de responsabilité qui suppose que même s'il y a des hiérarchies dans l'entreprise, nous sommes dans une forme d'égalité humaine qui nous permet de pouvoir déposer à la fois nos forces et nos vulnérabilités, mais quand on dépose nos vulnérabilités, c'est une autre façon aussi de donner à l'autre de la force, non pas pour vous atteindre, mais pour vous apporter ce que vous n'avez peut-être pas à ce moment-là, et qui va lui permettre peut-être d'exprimer quelque chose que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas de lui ou d'elle. Et ça, c'est très très puissant. Et toi, Léa, je suis curieuse, qui accompagne des individus, des particuliers, des collaborateurs. Comment ils voient l'avenir aussi, de quoi ils ont envie et peut-être de quoi ils ont peur? Alors c'est une super question. Alors moi j'accompagne effectivement des particuliers et des collaborateurs à se réinventer professionnellement ou à évoluer professionnellement sous le prisme du futur du travail. Donc essayer de comprendre toutes ces nouvelles opportunités qui s'offrent à eux pour aller chercher des opportunités professionnelles où ils vont se sentir bien, utiles, etc. Et en fait je me suis rendu compte que en leur partageant toutes les initiatives qu'on creuse toutes dans nos podcasts, pour leur donner une ouverture d'esprit sur ce dans quoi il ou elle pourrait se réinventer, il y a une espèce de crispation de quel modèle choisir. Est-ce que c'est pas un peu bancal? Est-ce que c'est pas un peu quelque chose de caché pour finalement travailler plus ou travailler différemment dans un modèle où on sera pas forcément épanoui? Donc là, tout ce qu'on partage ensemble, c'est, vraiment, on creuse du côté des entreprises tout ce qui pourrait être des leviers de bien-être et de performance. Mais je pense que quand on aura avancé là-dessus, il y aura aussi un énorme travail à faire de pédagogie du côté des particuliers et des collaborateurs pour qu'ils sentent qu'il y a une opportunité aussi pour eux d'embrasser ces nouveaux modes de travail-là. Du coup, je sais pas si je réponds à ta question, Sophie, mais c'est ça. On a partagé beaucoup de choses. Si on retenait qu'une chose qu'on retient, puis une chose qu'on a envie d'impulser pour 2023. Moi, j'aimerais bien en profiter pour rebondir sur une chose que tu as dite, Léa, sur mieux performer, parce que ça m'évoque les indicateurs qu'on choisit pour évaluer la performance. Et je pense qu'ils sont vraiment à repenser. Et moi qui ai été sur le sujet du temps ces derniers temps, par exemple, le temps n'est pas toujours un bon indicateur pour évaluer la performance. Et c'est ça qui est intéressant quand on remet en question nos rythmes de travail, c'est que la question que ça pose, c'est sur quoi on évalue la performance de quelqu'un. Et il y a des exemples en Europe qui sont très intéressants dans une entreprise de soins, par exemple un hôpital qui évaluait sa performance avec la qualité du soin uniquement et la réduction du temps passé à soigner. Ce qui paraît logique en fait, puisque l'objectif d'un hôpital, c'est de soigner moins, d'avoir le moins de malades possible, de soigner. Du coup, ça paraît logique que l'indicateur ne soit pas la quantité de soins fournis comme nous on le fait dans notre système. Et ce que je voudrais en retenir et conseiller pour les entreprises actuellement, c'est de remettre un petit peu en question les indicateurs utilisés par rapport à l'objectif de l'entreprise, de l'équipe, d'un service, parce que souvent, je pense que ça part. C'est un des problèmes qui pollue un petit peu les relations et plein de choses en entreprise, c'est qu'on est sur les mauvais indicateurs et on perd du sens à cause de ça. Je suis d'accord avec toi, Jeanne, et je trouve que du coup, ça demande de repenser la manière dont on quantifie ça. Et c'est très facile de quantifier des chiffres,
mais tout ce qu'on échange là, c'est notamment mesurer le quali. Donc comment est-ce qu'on peut faire en entreprise pour intégrer des outils, peut-être des questionnaires, plein d'outils très pratiques qui permettent de repenser, de mieux mesurer finalement ces nouveaux KPI là. Mais pas trop, parce que sinon on est noyé sous les indicateurs et là ça devient très compliqué. Et l'autre chose, c'est aussi de se mettre des indicateurs qui donnent le moral, parce que souvent on se met des indicateurs qui auront des fruits dans 3 ans. Et donc c'est dur de tenir. Alors moi, il y a une femme que j'ai eu la chance d'interviewer avec Caroline, qui est Lubna Xibi, qui a cofondé Meet My Mama, et qui dit que dans ses indicateurs de fin d'année, elle parle de l'amour. Et elle dit, en fait, donner de l'amour et recevoir de l'amour. Chacun a sa façon de donner de l'amour et en recevoir, mais elle considère que c'est un indicateur qui n'est pas quantifié, mais qui est exprimé. Et que quelqu'un qui n'est pas en capacité d'exprimer soit le fait qu'il en a reçu ou qu'il en a donné, pour elle, c'est un signal de mise en mouvement pour que l'entreprise se mette en mouvement pour aider cette personne à en recevoir puis à en donner. Et je trouve que c'est magnifique. Et ça marche. C'est au-delà de la très très belle idée de la générosité et de ce qui peut nous faire briller dans les yeux. Ça marche. Comme elle dit, nous donnons de l'amour à nos clients. Nous n'avons jamais fait un seul démarchage de clients. Ils sont tous venus à nous. Peut-être pour aller dans le sens de ce que tu dis, j'aime bien le mot amour. Moi, le mot avec lequel j'ai envie d'attaquer, de finir 2022 et d'attaquer 2023, c'est le mot rêve. J'ai interviewé Xavier Courboulex, qui sera un de mes premiers invités de 2023, et on a parlé de cette notion de rêve. Xavier, c'est un directeur financier, et avec lui, j'ai parlé de l'argent. Et lui m'a dit, pour moi, l'argent n'est qu'une énergie au service de rêve. Et lui, il choisit les entreprises pour lesquelles il travaille à la dimension du rêve du dirigeant. Enfin, une question que j'aimerais poser aux personnes qui nous écoutent, qui est quel est votre rêve ? Et est-ce que vous le communiquez régulièrement, de manière claire, et qui donne envie à vos équipes? Tant que vous voyez pas les étoiles dans leurs yeux, je pense qu'il faut continuer à creuser ce rêve et à l'embellir et à le travailler. Dans la lignée de l'amour et du rêve, c'est vrai que j'aimerais bien aussi partager une note d'optimisme et de choses assez grandes. En fait, j'ai l'impression que justement on se réunit tous, on est tous portés par des convictions vraiment profondes, par une envie de changer les choses, de changer tout ce qu'on nous a inculqué depuis des années, voire des millénaires sur beaucoup de sujets, et que en fait on est à un moment donné, de toute façon on est à un moment de bascule, soit ça va s'effondrer, là, c'est pas très optimiste, soit il va se passer quelque chose de grandiose. Et j'ai envie qu'on se permette, qu'on se donne la liberté de penser et de rêver, d'imaginer quelque chose de grandiose. Quand je vois tout ce qu'il y a entre nous, ce qu'il y a dans les équipes qu'on voit, qu'on accompagne, dans les personnes qu'on rencontre, on est tous portés par quelque chose de brillantissime, de grand, vraiment. Et c'est ça qui me vient après avoir après cette conversation qui est très enthousiasmante. Génial. Alors, pour continuer ce tour de table sur le mot avec lequel j'aimerais clôturer cette année et surtout impulser la prochaine, en 2023, j'ai reçu Saverio Tomasella, qui sera un de mes premiers épisodes de 2023. Et ensemble, on a parlé de sensibilité et de la place des émotions en entreprise. Et je pense qu'il y a une grande richesse à aller chercher la sensibilité des gens et à redonner la part belle aux émotions dans une entreprise. Donc, ce serait un petit peu l'impulsion pour moi à donner pour démarrer la prochaine année. Moi, je complète un petit peu ce que tu disais, Valentine, mais je pense que l'entreprise doit être audacieuse et que ça doit devenir la norme, en fait, l'audace en entreprise pour transformer. Sinon, on transforme pas. On fait des petits changements. Des bouts de ficelle, on essaye, mais sans grande décision et sans audace, il y a peu de transformations qui vont se faire. Donc, ce serait ça pour 2023. Soyez audacieux. Alors, Jeanne, tu m'as volé mon mot. Non, alors sois encore plus audacieuse. C'était même pour moi même le mot de 2022, donc c'est un mot important. Pour moi, le mot suivant, ça va aussi regrouper un peu ce que vous avez dit, c'est l'optimisme responsable. D'ailleurs, j'en fais la thématique de la prochaine soirée des auditeurs et des auditrices, parce que on a besoin d'audace, et l'audace, elle fonctionne avec de l'optimisme. Je mets responsable dans le sens où, c'est pas la question de l'optimisme BA. Souvent, les entrepreneurs parlent d'optimisme de but et de pessimisme de chemin. C'est un peu l'idée. Sans optimisme, effectivement, aujourd'hui, on a deux façons de voir les choses. Soit on baisse les bras, soit on y va.
Et la dernière chose que je dirais, c'est que dans cette réflexion, n'adoptez aucun modèle, ne croyez aucun modèle. Récemment, quelqu'un me demandait si les entreprises qui avaient tel type de management, c'était mieux que d'autres. Et je dis, en fait, on pourrait penser que, et puis je viens d'apprendre sur une entreprise qui avait un management très ouvert, qu'en fait, il y a des pratiques managériales affreuses derrière. Surtout, ne vous laissez pas impressionner par des choses qui paraissent fantastiques dans d'autres entreprises. En fait, il y a des réalités complexes, il n'y a pas de modèle idéal. Donc encore une fois, avancez avec optimisme, avancez avec vos équipes, avancez avec ceux qui ont envie d'avancer avec vous, sans vous culpabiliser, sans devoir tout savoir. Merci. Un futur invité qui m'a dit, surtout n'oublions pas que tout cela n'est pas très sérieux. Et donc, amusons-nous. Oui. Exactement, c'est la super conclusion. Merci. Et puis d'ailleurs, puisque on est en pleine période de fête, amusez-vous bien, profitez, fêtez. Mangez bien. Souriez. Souriez. De votre vie perso, des proches. Ouais. Voilà. Et puis, aimez-vous. Des temps de pause. Exactement. Et comme je disais récemment, en fait, c'est toujours le moment de remercier les années passées, puisque finalement, on en est là que parce que on a vécu les années passées avec ce qu'elles ont eu de bien et ce qu'elles ont eu de moins bien. Donc célébrez tout ça et puis à bientôt. À bientôt. Merci à chacune. Merci. C'était très chouette. Beaucoup.